Zidane et l'écho des invisibles. Les projecteurs du studio de télévision parisien baignés d'une lumière blanche et crue semblaient vouloir tout révéler, même les vérités les plus inconfortables. Marine Le Pen était assise droite et concentrée face à un journaliste qui, malgré son expérience, sentait la tension monter à mesure que l'émission touchait à sa fin. Dehors, sur un écran géant installé dans une petite rue de Belleville, un quartier populaire de la capitale, une foule de visages fatigués mais attentifs observaient la scène, leurs murmures mêlés au bruit des klaxons et des pas pressés. La caméra zooma sur le visage de Marine Le Pen, son sourire crispé, trahissant une nervosité qu'elle tentait de masquer. Madame Le Pen lança le journaliste d'un ton mesuré. Que répondez-vous à ceux qui estiment que votre récente condamnation à 5 ans d'inéligibilité fragilise votre crédibilité pour les prochaines élections? Elle ajusta légèrement sa posture, son regard dur comme l'acier, et répondit avec une assurance feinte. Ceux qui disent cela sont les mêmes qui manipulent la justice pour me faire taire. Je me battrai comme toujours, et je crois que les Français en ont assez des leçons de morale, surtout venant de ceux qui n'ont jamais connu une vraie difficulté. La salle resta silencieuse, mais l'atmosphère devint lourde. Puis, presque naturellement, elle enchaîna sa voix, prenant une tonalité plus incisive. Il est temps de redonner la parole aux vrais Français, pas à ceux qui passent leur temps à donner des leçons depuis leur villa en Espagne ou au Qatar tout en crachant sur la Marseillaise. La France, ce n'est pas une image sur un maillot, ce sont des valeurs, une histoire, une civilisation. Le journaliste fronça les sourcils, sentant qu'une ligne venait d'être franchie, mais elle continua imperturbable. Vous savez, j'ai du respect pour les grands sportifs, mais certains feraient mieux de se souvenir de ce que la France leur a offert avant de s'en servir pour expliquer comment elle doit penser. Un silence glacial s'installa dans le studio. Le nom de Zinedine Zidane n'avait pas été prononcé, mais tout le monde comprit. Les mots soigneusement choisis étaient une flèche empoisonnée, visant directement l'icône nationale, symbole d'unité, après la Coupe du Monde de 1988, mais aussi un homme d'origine algérienne, un fils d'immigrés. Le journaliste remercia son invité, les caméras s'éteignirent, mais dehors, la machine médiatique s'emballa. Sur les réseaux sociaux, les extraits tournaient en boucle. Villas au Qatar, crachés sur la Marseillaise, pas les vrais Français. Les réactions fusaient divisées entre indignation et applaudissements. À Belleville, dans une petite boulangerie, où l'odeur du pain frais se mêlait à celle du café Amina, une jeune femme de 20 ans, d'origine algérienne, fixait l'écran les poings serrés. Elle portait un tablier taché de farine, ses cheveux noirs attachés en un chignon rapide, mais ses yeux brillaient d'une colère contenue. Amina avait grandi en idolâtrant Zidane non pas seulement pour ses exploits sur le terrain, mais pour ce qu'il représentait, un homme issu d'un quartier comme le sien qui avait prouvé que les rêves étaient scènes possibles, même pour ceux qu'on disait pas assez français. Les mots de Marine Le Pen l'avaient frappé en plein cœur comme une insulte personnelle. Autour d'elle, les clients de la boulangerie, pour la plupart des immigrés ou des enfants d'immigrés, partageaient son sentiment. Elle parlait de qui là? Murmura une femme plus âgée tenant un panier rempli de baguettes. De Zidane, bien sûr, répondit Amina, la voix tremblante. Mais elle parlait aussi de nous. Pendant ce temps, à Madrid, dans une maison baignée par la lumière douce d'une lampe de bureau, Zinedine Zidane fixait son téléphone. Les notifications s'accumulaient, messages d'amis, d'anciens coéquipiers, de figures publiques, mais aussi de parfaits inconnus. Parmi eux, un message d'Amina envoyé via Instagram attira son attention. Monsieur Zidane, écrivait-elle, je m'appelle Amina, je viens de Belleville. Ce que Marine Le Pen a dit, ça m'a fait mal. Pas juste pour vous, mais pour nous tous ceux qu'on traite comme des étrangers dans notre propre pays. S'il vous plaît, dites quelque chose. Zidane posa son téléphone, le regard perdu dans le vide. Il n'avait pas encore parlé, et ce silence intriguait autant qu'il pesait. À Paris, Pierre, un jeune journaliste et ami proche de Zidane, suivait l'affaire de près. Pierre était un homme passionné, avec des lunettes rondes, et un carnet toujours à la main, connu pour ses articles engagés sur les questions sociales. Il avait grandi dans le même quartier que Zidane à Marseille, et leur amitié remontait à l'époque où ils jouaient au foot, dans les rues poussiéreuses de la Castellane. Pierre appela Zidane cette nuit-là, sa voix empreinte d'urgence. « Zizou, tu ne peux pas rester silencieux. Les gens ont besoin de t'entendre. Pas pour te défendre, mais pour eux. Tu sais ce que ça représente. » Zidane écouta mais ne répondit pas immédiatement. Il savait que Pierre avait raison, mais il savait aussi que dans un monde où tout se crie, les mots prononcés doucement pouvaient frapper plus fort. Les jours qui suivirent la tempête médiatique ne faiblit pas.
Les plateaux télévisés se succédaient, les chroniqueurs s'écharpaient, les extraits de l'interview de Marine Le Pen étaient décortiqués mot par mot. Sur les réseaux, les hashtags Zidane vrai français et Le Pen contre Zidane dominaient les tendances. Certains voyaient dans le silence de Zidane une forme de lâcheté, une peur de s'engager dans l'arène politique. D'autres, au contraire, saluaient cette retenue, cette dignité qu'il avait toujours incarnée sur le terrain comme en dehors. À Belleville, Amina continuait son travail à la boulangerie, mais son esprit était ailleurs. Chaque client qui entrait parlait de l'affaire, et elle se surprenait à défendre Zidane avec une ferveur qu'elle ne se connaissait pas. « Il parlera », disait-elle à un vieil homme qui achetait un pain au chocolat. « Je le connais, il ne laisse jamais tomber ceux qui comptent sur lui. » Ce qu'elle ignorait, c'est que Zidane, dans l'ombre, lisait chaque message, chaque lettre, chaque appel à l'aide. Il observait, analysait, attendait. Les sollicitations pleuvaient des journalistes, tentaient de le joindre, des micros se tendaient à la moindre occasion, mais il restait inaccessible, fidèle à ce calme stratégique qu'il avait toujours défini. Un soir, alors que la nuit enveloppait Madrid d'un voile étoilé, Zidane reçut un colis inattendu. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une photo. La lettre venait d'un groupe d'enfants de Belleville, ceux qu'Amina croisait souvent en jouant dans la rue près de la boulangerie. « Monsieur Zidane », écrivait-il, dans une écriture maladroite mais touchante, « on a entendu ce que la dame a dit à la télé. On est triste, mais on sait que vous êtes un vrai Français comme nous. On a fait une photo pour vous. » La photo montrait les enfants, âgés de 8 à 12 ans, posant fièrement devant un mur où ils avaient dessiné Zidane, soulevant la Coupe du Monde, avec un message écrit en grosse lettres « Zidane notre héros ». Ce geste si simple et pourtant si puissant toucha Zidane au plus profond de lui. Il comprit que son silence ne pouvait plus durer non pas pour lui, mais pour ses enfants, pour Amina, pour tous ceux qui, comme lui, avaient grandi avec deux cultures et un seul cœur. Il décrocha son téléphone et appela Julien Morel, un journaliste qu'il respectait pour son intégrité et sa discrétion. « Julien, dit-il d'une voix posée, je suis prêt à parler, mais à mes conditions. Pas de débat, pas de clash, juste une conversation simple, honnête. » Julien, habitué aux interviews politiques tendues, sentit l'importance de ce moment. « Je m'en occupe, Zizou, » répondit-il. « Ce sera un moment pour toi, pour eux. » Quelques jours plus tard, l'annonce fut rendue publique et Zinedine Zidane prendrait la parole dans une émission spéciale sur France 2 intitulée « France d'où viens-tu ?» La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À Belleville, Amina sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que quelque chose d'historique allait se produire et elle voulait que son quartier soit prêt à l'écouter. Elle décida d'organiser une soirée dans la boulangerie, invitant ses voisins, ses amis, tous ceux qui, comme elle, attendaient que Zidane parle pour eux. Le soir approchait et la France entière retenait son souffle suspendu, à une seule question: que dirait Zidane? Mais pour Amina, pour Pierre, pour ses enfants et leurs dessins, la réponse importait moins que le fait qu'il parle. Car quand Zidane parlait, ce n'était jamais pour rien. Dans la pénombre de sa maison madrilène, Zinedine Zidane était assis immobile, le regard fixé sur une pile de lettres et de dessins posés sur la table en bois massif devant lui. Une lampe de bureau projetait une lumière douce presque intime sur son visage, révélant des traits marqués par la réflexion. Les rideaux tirés laissaient infiltrer un mince filet de lumière provenant des étoiles qui scintillaient au-dessus de Madrid, mais l'esprit de Zidane était ailleurs, bien loin de cette nuit tranquille. Il tenait entre ses mains la photo envoyée par les enfants de Belleville, leurs visages rayonnants, contrastant avec le mur grisâtre sur lequel ils avaient dessiné une silhouette triomphante lui soulevant la Coupe du Monde, entourée de mots maladroitement écrits, mais pleins de cœur, « Zidane notre héros ». À côté la lettre d'Amina, cette jeune femme qu'il n'avait jamais rencontrée, mais dont les mots résonnaient en lui comme un écho de sa propre histoire. « Je m'appelle Amina, je viens de Belleville », avait-elle écrit. « Ce que Marine Le Pen a dit, ça nous a fait mal à tous. S'il vous plaît, parlez pour nous. » Zidane reposa la lettre ses doigts, effleurant le papier, comme s'il pouvait sentir la douleur et l'espoir qui s'en dégageaient. Il savait ce qu'il avait à faire, mais il savait aussi que ce moment devait être préparé avec soin, non pas pour lui, mais pour tous ceux qui comptaient sur lui. Il avait déjà contacté Julien Morel, le journaliste discret qu'il avait choisi pour cette prise de parole exceptionnelle, et l'émission était prévue dans quelques jours sur France 2. Pourtant, il refusait toute stratégie médiatique, toute équipe de communication. « Je veux parler avec mon cœur », avait-il dit à Julien au téléphone,
sa voix calme mais fait ferme. Pas de mise en scène, pas de calcul, juste la vérité. À Paris, l'attente était devenue presque insoutenable. Les médias ne parlaient plus que de ça. Zidane allait enfin s'exprimer et personne ne savait à quoi s'attendre. Certains spéculaient sur une attaque directe contre Marine Le Pen, une dénonciation cinglante de ses propos. D'autres imaginaient une prise de recul, une tentative d'apaisement pour calmer les tensions. Mais tous s'accordaient sur une chose, quand Zidane parlait, ce n'était jamais anodin. Dans le petit appartement d'Amina à Belleville, l'ambiance était différente, mais tout aussi électrique. Amina avait passé la journée à préparer une soirée spéciale dans la boulangerie où elle travaillait. Elle avait accroché des guirlandes lumineuses au mur, disposé des chaises en plastique autour d'un vieux téléviseur qu'elle avait emprunté à son voisin et préparé des plateaux de gâteaux traditionnels algériens, des macroutes et des cornes de gazelle pour accueillir ses invités. Elle voulait que ce moment soit un rassemblement, une célébration, une manière de montrer à son quartier que leur voix comptait. Ce soir, on va écouter Zidane ensemble, avait-elle annoncé à ses amis et voisins, un sourire timide mais déterminé sur les lèvres. Il va parler pour nous, j'en suis sûr. Parmi les invités, il y avait Fatima, une femme d'une cinquantaine d'années, qui avait immigré de Constantine dans les années 80 et qui travaillait comme femme de ménage dans un hôtel du quartier. Fatima avait toujours admiré Zidane non pas pour ses exploits sportifs, mais pour sa dignité silencieuse. S'il parle, dit-elle à Amina en disposant les assiettes sur une table improvisée, ça voudra dire qu'il nous a entendus. Et ça, ma fille, c'est plus important qu'un but en finale. À quelques kilomètres de là, dans une régie de France 2, l'équipe de production s'affairait dans une tension palpable. Julien Morel, le journaliste choisi par Zidane, vérifiait ses notes avec une minutie presque obsessionnelle. Il savait que cette interview serait un moment historique et il ne voulait rien laisser au hasard. Mais il savait aussi que Zidane ne suivrait aucun script, aucun plan. Il parlera comme il joue, avait murmuré Julien à son assistante, une jeune femme nommée Clara, qui ajustait les éclairages du plateau, avec instinct, avec cœur. Clara hocha la tête, mais elle ne put s'empêcher de confier ses craintes. Et si ça tourne mal, j'ai entendu dire que des gens proches de Le Pen ont envoyé des messages de menaces à Zidane. Ils disent qu'il n'a pas le droit de parler, qu'il devrait rester à sa place. Julien posa son stylo, son regard devenant plus sérieux. Zidane n'a jamais eu peur des menaces, répondit-il. Et sa place, il l'a gagnée. Ce soir, il va la rappeler à tout le monde. Pendant ce temps, Pierre, l'ami journaliste de Zidane, rôdait dans les coulisses. Il avait obtenu une accréditation pour assister à l'émission, mais son véritable objectif était de documenter l'envers du décor, de capturer les instants que les caméras ne montreraient pas. Pierre était un homme passionné par la justice sociale, et il voyait dans cette interview une chance de mettre en lumière les invisibles, ceux que Marine Le Pen avait si facilement balayés d'un revers de main. Il avait passé la journée à parler avec des habitants de Belleville, recueillant leurs témoignages, leurs espoirs, leur colère. Il avait rencontré Amina et son histoire l'avait profondément touché. Elle m'a dit qu'elle voulait que Zidane parle pour tous ceux qui n'ont jamais de micro, écrivit-il dans son carnet, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Et je sais que Zizou le fera. À Belleville, les enfants qui avaient envoyé la photo à Zidane étaient également présents dans la boulangerie. Ils avaient insisté pour venir tenant à la main des crayons de couleur et des feuilles de papier pour dessiner en direct pendant l'émission. Leur chef, un petit garçon de 10 ans, nommé Samir, avait les yeux brillants d'excitation. « On va dessiner Zidane pendant qu'il parle », annonça-t-il à Amina, brandissant un dessin qu'il avait déjà commencé. Zidane, un micro à la main entouré de drapeaux français et algériens entrelacés. Amina sourit, émue par l'innocence et la ferveur de ses enfants. « C'est magnifique, Samir, dit-elle en lui ébouriffant les cheveux. Zidane va adorer. Mais au fond d'elle, Amina ressentait une pression immense. Et si Zidane ne parlait pas comme elle l'espérait, et s'il choisissait de rester neutre, de ne pas prendre position, elle chassa ses pensées en se concentrant sur les derniers préparatifs, mais une petite voix persistait dans son esprit, une voix qui murmurait ses doutes et ses espoirs. À Madrid, Zidane continuait ses préparations, mais d'une manière bien à lui. Il n'avait pas de discours écrit, pas de notes soigneusement alignées. À la place, il passait des heures à relire les lettres qu'il avait reçues, à se remémorer son enfance à Marseille, les sacrifices de ses parents, les regards méfiants qu'il avait parfois croisés, même après avoir soulevé la Coupe du Monde. Il se souvenait des mots de son père, un homme discret mais ferme.
Zinedine, on n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il suffit de parler vrai. Ces mots résonnaient en lui alors qu'il se préparait à prendre la parole. Il savait que ce qu'il dirait ne serait pas seulement une réponse à Marine Le Pen, mais un message à tous ceux qui, comme Amina, comme Samir, comme Fatima, se sentaient invisibles dans leur propre pays. Le jour de l'émission arriva, et la France entière semblait suspendue à un fil. Les rues de Paris étaient étrangement calmes, comme si chacun avait décidé de rentrer chez soi pour regarder l'émission. Dans les cafés, les téléviseurs étaient allumés, les conversations réduites à des chuchotements. À Belleville, la boulangerie d'Amina était pleine à craquer. Des voisins, des amis, des passants s'étaient joints à la soirée, certains debout, faute de place, d'autres assis sur des caisses en plastique. L'atmosphère était à la fois festive et tendue, un mélange d'espoir et d'appréhension. Amina ajusta le volume du téléviseur, ses mains tremblantes. C'est l'heure, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Les enfants, assis en tailleur devant l'écran, cessèrent de dessiner pour lever les yeux. Fatima s'installa à côté d'Amina, posant une main rassurante sur son épaule. « Il va parler pour nous, dit-elle doucement. J'en suis sûr. » À la régie de France 2, Julien Morel prit une profonde inspiration, alors que le générique de l'émission commençait. Il savait que ce moment resterait gravé dans l'histoire, mais il savait aussi que tout dépendait de Zidane. Les caméras étaient prêtes, les projecteurs allumés, et le public, aussi bien dans le studio que devant les écrans, retenait son souffle. Pierre, dans les coulisses, griffonna une dernière note dans son carnet. Ce soir, Zidane ne parlera pas seulement pour lui, il parlera pour une nation entière. Et alors que l'écran passait au noir avant de révéler le plateau, Amina, Fatima, Samir et tous les autres à Belleville sentirent leur cœur battre un peu plus fort. Le moment était venu. L'émission débuta sous une lumière douce, presque tamisée, qui contrastait avec la tension palpable dans le studio de France 2. Le plateau dépouillé de tout décor superflu semblait conçu pour mettre en avant l'essentiel: deux fauteuils, un journaliste. C'est ça, journaliste et un homme. Et je veux peut-être damer dans l'or. Les non. Non, ridicule. Et comment? Fimo. Zinedine Zidane était assis calme, le buste droit, les bras posés sur les accoudoirs, son regard mêlant douceur et détermination. Face à lui, Julien Morel, connu pour son professionnalisme discret, ajusta ses lunettes et prit une profonde inspiration avant de commencer. À Belleville, dans la petite boulangerie d'Amina, l'ambiance était électrique. Les guirlandes lumineuses accrochées au mur projetaient une lueur chaleureuse sur les visages des habitants du quartier rassemblés autour du vieux téléviseur. Amina, debout près de l'écran, serrait nerveusement ses mains, tandis que Fatima, assise à ses côtés, murmurait une prière silencieuse. Les enfants, Samir en tête, avaient cessé de dessiner pour fixer l'écran, leurs crayons suspendus dans l'air. Julien brisa le silence du plateau avec une question simple mais lourde de sens. « Zinedine Zidane, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez été attaqué publiquement il y a peu. Vous avez choisi de garder le silence jusqu'à ce soir. Pourquoi maintenant ?» Un léger silence s'installa comme une respiration contrôlée. Zidane baissa les yeux un instant, puis les releva, sa voix calme, mais précise. Parce qu'il y a des moments où il ne faut pas parler tout de suite. Il faut écouter, laisser les gens dire ce qu'ils ont à dire. Et puis, quand le bon moment arrive, on répond. Pas pour se défendre, mais pour rappeler qui on est, ce qu'on a vécu, ce qu'on représente. Chaque mot semblait choisi avec soin, comme une passe parfaitement ajustée sur un terrain de football. Julien hocha la tête, puis enchaîna. Vous avez été visé directement ou indirectement par Marine Le Pen. Elle a parlé d'icônes françaises vivant à l'étranger, ne chantant pas la Marseillaise, oubliant ce que la France leur a offert. Elle faisait clairement référence à vous. Que répondez-vous ? Zidane ne détourna pas le regard, il ne sourit pas, ne s'emporta pas. Il prit une courte pause, puis répondit avec une tranquillité désarmante. Je ne vais pas juger les gens, ni Madame Le Pen, ni personne d'autre. Chacun dit ce qu'il a sur le cœur, moi aussi, moi aussi. Mais je crois qu'il y a une manière de parler de la France sans blesser ceux qui l'aiment différemment. La caméra resta fixe sur lui, capturant chaque nuance de son expression. J'ai grandi à Marseille dans un quartier simple, avec des gens venus d'un peu partout.
poursuivit-il sa voix plus lente, presque méditative. On n'avait pas grand-chose, mais on avait une chose en commun. On était fiers d'être ici, d'être en France. On ne le criait pas, on le vivait. À Belleville, Amina sentit ses yeux s'embuer. Ces mots résonnaient en elle comme un écho de sa propre enfance, de ses propres luttes. Fatima posa une main sur son bras, murmurant « Il parle pour nous ». Zidane continua sa voix gagnant en intensité, bien que toujours maîtrisée. On parle souvent de ceux qui profitent de la France, mais on parle rarement de ceux qui se sont cassés le dos pour elle. Ceux qui se sont tus, qui ont travaillé, qui ont porté ce pays, sans jamais demander de médaille. Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus personnel « Mon père est arrivé en France dans les années 50, d'un petit village d'Algérie. Il n'avait rien, juste un rêve, offrir une vie meilleure à ses enfants. Il a travaillé toute sa vie, sans se plaindre, sans reconnaissance. Il a construit en silence. » À ce moment, Zidane sortit de sa poche la photo que les enfants de Belleville lui avaient envoyée. Il la montra à la caméra, sa voix légèrement tremblante. D'émotion. Il y a quelques jours, j'ai reçu ceci. Ce sont des enfants d'un quartier populaire de Paris. Ils m'ont dessiné, moi, avec la Coupe du Monde. Mais ce qui m'a touché, ce n'est pas le dessin. C'est ce qu'ils m'ont écrit, Zidane notre héros. Ces enfants, ils n'ont pas besoin de mots compliqués. Ils ont besoin qu'on les voie, qu'on les entende. Dans la boulangerie, Samir bondit sur ses pieds, les yeux écarquillés. « C'est notre dessin !» cria-t-il, provoquant un éclat de rire mêlé de larmes parmi les adultes. Amina, incapable de retenir ses émotions, sentit une larme couler sur sa joue. Zidane savait. Il avait vu leur dessin, il avait entendu leur voix. Zidane poursuivit sa voix, devenant plus grave. « Il y a une jeune femme dans ce même quartier qui m'a décrit. Elle m'a dit qu'elle se sentait blessée, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'on traite comme des étrangers dans leur propre pays. Ce que je vais dire ce soir, je ne le dis pas pour me défendre. Je le dis pour elle, pour ses enfants, pour tous ceux qui me ressemblent, qui sont nés ici, qui aiment ce pays et à qui on dit parfois qu'ils ne sont pas vraiment français. » Le plateau était figé. Julien, pourtant habitué aux moments intenses, semblait suspendu à chaque mot. Zidane se redressa légèrement, son regard perçant. « Je suis né à Marseille. J'ai joué pour la France, j'ai gagné pour elle. J'ai chanté la Marseillaise à ma manière, pas toujours avec les lèvres, mais toujours avec le cœur. Je n'ai jamais utilisé la France. Je l'ai servie avec mes pieds, oui, mais aussi avec ma tête, avec du respect, avec du silence parfois. Et si ça ne suffit pas pour être considéré comme français, alors peut-être qu'on devrait se demander ce que ce mot veut vraiment dire. » Un frisson parcourut le studio. À Belleville, la boulangerie entière éclata en applaudissements, des cris de joie et des larmes mêlées. Amina et Fatima s'enlacèrent, tandis que Samir et les autres enfants sautillaient sur place, brandissant leurs dessins comme des trophées. « Il a parlé pour nous !» cria une voix dans la foule. Et bientôt, tout le monde scanda le nom de Zidane. Un chant qui résonna bien au-delà des murs de la boulangerie. Dans les coulisses, Pierre, le journaliste ami de Zidane, griffonnait frénétiquement dans son carnet, les larmes aux yeux. Il savait que ce moment marquerait un tournant, non seulement pour Zidane, mais pour toute une génération. Il envoya un message rapide à un collègue « Préparez-vous, ça va être énorme ». Zidane, sur le plateau, baissa la voix, comme s'il s'adressait à quelqu'un en particulier. « Je n'ai pas besoin qu'on m'accorde une place. Je l'ai prise à force de travail, à force d'effort. Et si un jour mes enfants, ou mes petits-enfants, doivent encore justifier leur place ici, alors c'est que nous avons échoué collectivement. » Le silence qui suivit était profond, presque sacré. Julien Morel, incapable de trouver les mots pour relancer, se contenta de hocher la tête. « Merci, » murmura-t-il finalement, sa voix tremblante. « Merci d'avoir parlé. » Zidane acquiesça d'un léger signe de tête, puis se leva quittant le plateau avec la même dignité qu'il avait toujours affichée. Mais l'impact de ces mots ne faisait que commencer. À Belleville, la soirée se transforma en une célébration spontanée. Les voisins, galvanisés par les paroles de Zidane, sortirent dans la rue riant, chantant, partageant des souvenirs de leur propre parcours. Amina, au centre de la foule, sentit pour la première fois qu'elle appartenait vraiment à ce pays, qu'elle n'avait pas à s'excuser d'être qui elle était. Les enfants, emportés par l'euphorie, couraient avec leurs dessins, criant « Zidane nous a vus ». Pendant ce temps, Pierre publia un article en ligne quelques heures après l'émission, intitulé « Zidane, la voix des invisibles ». L'article devint viral en une nuit partagée par des milliers de personnes, des enseignants, des artistes, des travailleurs sociaux, tous touchés par le message de Zidane. Des mouvements spontanés naquirent dans les quartiers populaires, des discussions s'ouvrirent dans les écoles,
et même à l'Assemblée nationale des députés, évoquèrent l'interview, appelant à une réflexion collective sur ce que signifiait être français. Quelques jours plus tard, Zidane fit un geste qui surprit tout le monde. Sans prévenir, il se rendit à Belleville dans la petite boulangerie d'Amina. Il arriva discrètement, vêtu d'un simple pull noir tenant sous son bras la photo que les enfants lui avaient envoyée. Quand Amina le vit entrer, elle resta figée, incapable de parler. Les enfants, eux, reconnurent immédiatement leur héros et coururent vers lui, Samir en tête. « Vous avez vu notre dessin » cria-t-il les yeux brillants. Zidane s'agenouilla pour être à leur hauteur, un sourire sincère illuminant son visage. « Oui, je l'ai vu, répondit-il, et je l'ai apporté avec moi. C'est vous qui m'avez donné la force de parler. » Amina, enfin remise de sa surprise, s'avança timidement. « Monsieur Zidane, murmura-t-elle, merci. Merci d'avoir parlé pour nous. » Zidane se releva, posant une main sur son épaule. « Ce n'est pas moi qui ai parlé, dit-il doucement. C'est vous à travers moi. » La foule s'était rassemblée autour de la boulangerie, et quand Zidane sortit tenant la photo des enfants à la main, une ovation éclata. Il ne dit rien de plus, mais son regard parlait pour lui, un regard de fierté, d'espoir, de fraternité. La France qu'il portait dans son cœur n'était pas celle des divisions, mais celle des mélanges des odeurs de tagine et de soupe, aux choux des rires d'enfants et des silences pleins de sens. Être français, avait-il dit, ce n'était pas un papier, une couleur, un nom. C'était une manière de vivre, de respecter, de transmettre. Et ce soir-là, grâce à lui, des milliers d'invisibles avaient enfin trouvé leur voie.